Merche-moi. Tu veux être merchandiser ou tu t'intéresses au métier, mais tu ne trouves pas assez d'infos. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Welcome on board, baby. Merche-moi est fait pour toi. Chaque podcast t'invite à suivre mes discussions avec des pros ou anciens pros du merchandising. Je vais te montrer toutes les facettes et secrets du merch. Formation, métier, nouvelles tendances et j'en passe. Chaque discussion sera sans montage. On veut du real et du naturel, bordel. Alors, t'es ready ? Hello et bienvenue sur le premier podcast de Merche-moi. Aujourd'hui, je pars discuter avec Océane. Océane et moi, on s'est rencontrés pendant notre licence de responsable visuel merchandiser et j'ai découvert une femme avec un parcours assez incroyable. Elle nous raconte en toute intimité son histoire et ses galères en tant que visuel merchandiser. Et surtout, pourquoi elle a décidé aujourd'hui d'arrêter de travailler dans le merchandising pour se reconvertir en tant que blogueuse et youtubeuse. Je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Hello, c'est... Salut. Comment ça marche? Ça marche, Enzo. Comment ça marche? Non, mais sérieux. J'ai envie de jouer un peu sur tous les jeux de mots que je peux faire avec le merch, tu vois, pour bien qu'on enregistre. Non, mais j'ai annoncé dans ma story tout à l'heure, je vous dis que tu venais, j'ai dit aujourd'hui je me fais mercher. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tu te fais mercher. Exactement. Du coup, voilà, je suis super contente de pouvoir faire ce premier podcast avec toi, parce que c'est le premier, déjà. Donc Yes. c'est toi qui l'entame. Number one. Et pas de moindre. Et du coup, pourquoi moi aujourd'hui je voulais discuter avec toi, parce que je trouvais que tu avais un parcours super intéressant. Parce que t'es un peu, pour moi, la nana qui a eu 20 vies dans une vie, quoi. Qui est passée par plein de chemins différents. C'est mon côté chat. C'est ça, exactement. Mais voilà, moi je voulais aussi donc montrer pourquoi t'avais arrêté le merch et pourquoi je fais ce podcast pour du coup essayer de montrer du doigt que le merch il est sous-estimé aujourd'hui alors qu'il est indispensable. C'est vrai, c'est totalement vrai. Donc tout d'abord, je vais te demander de te présenter rapidement. Ok. Qui es-tu, Océane? Alors donc je m'appelle Océane, j'ai 31 ans. J'officie sur YouTube, sur Instagram et sur un blog sous le nom de la poule parisienne. Moi je fais actuellement du blog et de la vidéo YouTube beauté, mode, très axé mode. Mais toujours avec beaucoup d'humour, de second degré et une bonne dose de féminisme. Ce qui est intéressant à savoir, donc c'est ton parcours. Donc qu'est-ce que tu as fait avant de découvrir le merchandising? Oui, j'ai toujours eu une passion pour la mode et je me suis rêvée très très tôt en grande styliste. Je rêvais d'être Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, enfin voilà. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait tout simplement un BEP métier de la mode. J'ai pris une voie professionnelle parce que je voulais tout de suite être formée à ce que je voulais. J'ai poursuivi sur un bac professionnel. Et après, je devais rentrer en BTS, design de mode. Et il y a eu un petit imprévu, comme beaucoup dans ma vie, vous allez le découvrir. Ma vie n'est qu'une suite de rebondissements et d'imprévus. C'est-à-dire qu'en fait, l'école dans laquelle j'étais inscrite m'a envoyé un mail pour me dire qu'il n'y aurait pas de classe design de mode en BTS dans l'école où j'étais inscrite, genre un mois avant la rentrée. Donc je me suis retrouvée un peu sans rien. C'était trop tard pour m'inscrire dans une autre école, voilà. Mais comme je suis quelqu'un qui rebondit toujours et qui croit beaucoup au destin, je me suis dit en fait c'est juste que peut-être c'est le moment pour toi d'aller vers une autre de tes passions, de changer de voie. Je me suis dit c'est peut-être la vie qui te fout un petit coup de pied au cul et qui dit va voir ailleurs, va explorer une autre de tes passions. Et une autre de mes passions qui me suit depuis que je suis gosse, c'est le cinéma. J'ai toujours été passionnée de cinéma, j'ai toujours été admirer le cinéma français indépendant. Et du coup, j'ai rebondi, je me suis dit pas de BTS design de mode, et je me suis inscrite chez Acting. Et t'avais quel âge là? Et je me suis inscrite chez Acting, j'avais 22 ans. Okay. Ouais, j'avais 22 ans. Donc je suis rentrée chez Acting International, j'ai fait 2 ans où je me suis éclatée, où vraiment j'ai adoré ça.
en termes de développement personnel, de bien-être, de plein de choses, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Franchement, je le recommande. Enfin, c'est limite, tout le monde devrait y passer. C'est une super thérapie. Et donc voilà. Et après ça, après mes études, j'ai enchaîné les castings, tout en bossant en tant que vendeuse à côté. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas un milieu fait pour moi. Trop formaté. L'actrice française, on a beaucoup moins de liberté en France qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que l'actrice française se doit d'être assez classique, délicate, voilà, plein de choses que je ne suis pas. C'est un métier. Enfin, j'imagine que c'est un domaine assez macho aussi. C'est un domaine très macho. Coucher pour réussir n'est pas une légende. Enfin, clairement, chaque fois que vous passez un casting, vous sentez que c'est toujours un peu ambigu, les gens testent, enfin voilà, c'est assez désagréable. Donc ça m'a très 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 vite gavée, je me suis très vite rendu compte que j'étais pas faite pour ce métier. Donc du coup, j'ai complètement balayé ça. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais donc à la même époque dans la vente, chez Morgane. Et je suis arrivée donc en vendeuse 25 heures parce que donc j'avais mes castings à côté. Et donc ce qui s'est passé, c'est que chez Morgane, j'ai très vite sympathisé avec la première vendeuse responsable merch du magasin. Moi, le merch, ça a été quelque chose de vraiment instinctif. C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence. Je m'y suis mise tout de suite. La responsable de magasin comme la responsable merch, pour elle, m'ont dit que j'étais vraiment douée pour ça. Enfin, vraiment, c'était une seconde nature chez moi, quoi. Et du coup, c'est parce que c'est ta responsable qui t'a donné un peu ces missions de t'occuper du merch que t'as connu une merch, ou c'est parce que t'as vu une merch arriver en magasin et Mais en fait, nous, on avait vraiment une merch dans le magasin qui était là au quotidien. Parce que la première vendeuse était également responsable de tout le merch du magasin et s'occupait quotidiennement du merch. D'accord. Et donc de moi-même, en fait, je me suis intéressée, et de moi-même, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, vers lesquels j'étais très très vite attirée. Et donc dès qu'il y avait une mission où je voyais qu'il y avait besoin d'un coup de main, je me proposais. Et ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là, donc la première vendeuse responsable merch, elle évoluait pour partir en tant que merch pure sur un gros magasin. Et donc on m'a proposé son poste. Donc en un mois, je suis passée de vendeuse 25 heures à première vendeuse responsable merch d'un magasin de 2 étages. Ah ouais, ok. Donc, en sachant que du coup, t'avais pas fait d'études dans ce milieu, que tu le découvrais en terrain. C'est ça. Et pour tout vous dire, ça s'est pas très bien passé. D'accord. J'aimais vraiment ce que je faisais mon boulot, mais c'était assez particulier parce que c'était un magasin de 2 étages avec énormément de produits, du merch au quotidien, et j'étais vraiment toute seule. Toute seule. J'avais personne, même pas quelqu'un en manute pour m'aider. Et le merch changeait tous les jours. Donc c'était très très intense, très compliqué, surtout pour quelqu'un qui vient de débarquer, qui a jamais fait ça de sa vie. J'étais très peu drivée, j'ai envie de dire, très peu guidée. J'ai pas eu, enfin voilà, et puis la personne qui était là avant moi, en fait, elle a à peine eu le temps de me former, parce qu'en fait le fait que je reprenne son poste, ça a été décidé une semaine avant son départ. D'accord. Donc ça a été vraiment, voilà. Mais en même temps, la responsable de magasin était très confiante, et par rapport à mes capacités là-dessus, donc elle m'avait confié ça et je me suis donnée à 200%. Là où c'est parti un petit peu en cacahuète, j'ai envie de dire, c'est quand il a fallu faire les vitrines de Noël. Donc c'était un énorme magasin avec plusieurs vitrines très très grandes. Et en fait, je me suis retrouvée à devoir faire les vitrines de Noël toute seule, avec avec une personne, mais qui n'avait pas envie de bosser avec moi. D'accord. Parce que en fait, elle voulait le poste que je venais d'obtenir et qu'elle était là depuis plus longtemps que moi, donc elle avait décidé de me boycotter. Rivalité. Et voilà, comme les meufs, on sait comment c'est dans le taf. Hein. Ouais, c'est sûr. Et du coup, je me suis retrouvée donc à me taper ces vitrines de Noël, pour ainsi dire, toute seule. Ça a été extrêmement compliqué. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie. Je me retrouve avec des vitrines qui font 10 mètres de long, vitrines de Noël, donc décor de fou, de la neige, des boules de neige, plein de trucs partout, machin. Et en plus, je me rends compte qu'il n'y a pas tout le matériel pour installer la vitrine. D'accord, ok. Il n'existait pas de merch amont. Donc merch amont, c'est toutes les personnes qui sont au siège et qui prennent la décision sur toutes les stratégies merch.
En fait, si, donc il y avait bel et bien des merch Amont, mais donc ils ne venaient pas en magasin. Mais le truc, c'est que le matériel de base, si tu veux, je l'avais pas. Genre, truc tout bête, mais des crochets pour accrocher les kakémonos, tu vois. Ouais. Du fil de pêche, enfin voilà, du fil de nylon. Et du coup, ma responsable n'était même pas là le jour de la pose des vitrines, donc j'ai dû l'appeler. Enfin bon, bref, ça a été un enfer. Et j'ai mis toute la journée. Je suis arrivée à 6h du matin et j'ai fini de poser mes vitrines et tous mes trucs à mes PLV magasins. Il était 18h. Ah ouais, the journée quoi. The journée de l'enfer. T'es content d'être à Noël là. C'est ça, c'est joyeux Noël ma gueule. C'est clair. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait embrouiller comme c'est pas permis le lendemain. D'accord. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui étaient pas de ma faute, quoi. Il y aurait dû avoir quelqu'un pour m'assister lors de mes premières vitrines. La responsable, je pense que honnêtement, ou l'adjointe aurait dû être là. Il y avait pas tout le matériel, ça c'était pas de ma faute. Est-ce que savoir que voilà, du coup j'ai dû partir aux quatre coins de Paris faire des courses aussi pour pouvoir faire mes vitrines, donc j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Donc bref, je me suis fait embrouiller de ouf et comme j'aime pas trop qu'on me casse les couilles, le lendemain j'ai donné madame. Le lendemain j'ai donné madame parce que c'était trop de pression, parce que je trouvais que c'était abusé et que par rapport à ce que je donnais et de comment je m'étais fait embrouiller, je trouvais pas ça justifié. Je me suis dit non mais non quoi, en fait c'est juste pas possible quoi. Donc je me suis cassée et du coup mauvaise première expérience quoi en tant que merch. Oui et non. Non parce qu'en fait j'ai aimé ça et j'ai découvert quelque chose qui vraiment que te plaisait malgré tout. Me plaisait malgré tout, que je trouvais super intéressant. Et oui parce que j'ai été mal encadrée et que j'étais un peu jetée comme ça dans le grand bain, mais sans aucune sans bouée, sans maître nageur, sans rien quoi. Mais avant que tu connaisses le merch et que du coup on te donne cette responsabilité, qu'est-ce qui t'avait séduit dans le merchandising? C'était quoi en fait? Le côté créa, le côté pour créa mais je reste en magasin En fait moi j'ai toujours aimé créer des looks, créer des styles et en fait les premières missions qu'on m'a données c'est créer des looks pour les mannequins. Donc c'est vrai que ça c'est le petit plaisir quoi. Le petit plaisir et ou même créer des looks dans les silhouettes. Pour les silhouettes, les facings, ou même tout simplement c'est vrai que je sais pas comment l'expliquer, même quand il y avait un nouveau truc qui arrive en magasin, se dire dans quelle collection on le case, pour moi ça a été un truc vraiment instinctif en fait. Je sais pas, c'était comme si c'était inné, mais donc première expérience assez hardcore. Faut le dire. C'est clair. Mais au moins, voilà, bonne première expérience. Ça t'a mis dans le bain, ça t'a appris les bases. C'est ça. Et du coup, il se passe quoi après cette expérience? Après cette expérience, je me remets à chercher du travail, mais clairement, j'ai pas le bagage nécessaire pour chercher du travail en tant que merch, quoi. Tu te sentais pas capable ou c'était par manque de confiance ou c'était parce que j'étais pas restée assez longtemps à mon poste. Donc clairement, en termes de recherche d'emploi, déjà quand t'as des diplômes et que t'as de l'expérience, c'est pas forcément simple de trouver un poste de merch. Mais alors là, si tu veux, avec 3 semaines d'expérience à un poste, 0 diplôme. Ah, t'étais restée 3 semaines. Ouais, d'accord. Tu vois. Ouais, c'était très court. C'était extrêmement court. Okay. C'était très très compliqué de pouvoir justifier quoi que ce soit et d'aller dire je suis merch, salut. Non, c'était pas envisageable. Okay. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis dit écoute, je vais rechercher un poste dans la vente mais en mettant en avant le fait que je souhaite faire du merch, que je suis douée pour ça et ma petite expérience chez Morgane. Donc de là j'ai débarqué chez Koukaï. Donc j'ai fait un premier magasin pour un remplacement à Noël où ça s'est très bien passé, où en effet on m'a confirmé, on m'a dit t'es vraiment douée pour le merch, t'es vraiment faite pour ça. Mais donc c'était juste un remplacement et ensuite j'ai été transférée sur un autre Koukaï où la première vendeuse qui s'occupait du merch à nouveau allait évoluer en tant qu'adjointe. D'accord. Donc en fait on m'a pris à ce poste et on m'a dit écoute, on va continuer à te former et tout, en tant que première vendeuse et en tant que merch, et comme ça tu prendras la relève au moment où celle actuelle partira en tant qu'adjointe. Donc j'ai Koukaï, j'ai pu m'éclater au niveau du merch parce que ça bougeait beaucoup, parce qu'il y avait des belles vitrines et tout. À l'époque, il y avait vraiment des décors vitrines, il y avait plein de trucs à faire. Et aussi parce que j'avais une responsable qui me laissait beaucoup de liberté en termes de créativité. Elle était un peu elle était un peu fuck le siège. Fais ton kiff. C'est ça, les boucles de préco, je les emmerde.
Donc c'est un peu trash, mais en même temps, c'est vrai que moi, ça m'a apporté une grande liberté. Et en plus, ça valorisait beaucoup mon travail. C'est-à-dire que quand je faisais des trucs qui n'étaient pas préconisés, elle prenait des photos, elle les envoyait. Ouais. Ce qui te donne une confiance et ce qui te permet de t'éclater, quoi. Elle les envoyait au-dessus, et au-dessus, souvent, il y a plusieurs fois où ça a été validé, ça a été refait dans d'autres magasins. Donc c'était vachement valorisant pour moi. Donc voilà, Koukaï, ça a été ça. Bon, après, oui, il faut que j'en parle, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je suis pas restée chez Koukaï. T'es restée combien de temps chez Koukaï ? Chez Koukaï, je suis restée 2 ans. D'accord. Et en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était évoluer et rentrer dans l'équipe merch itinérante qui passait de magasin en magasin. D'accord. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai même pas pu évoluer au poste qu'on m'avait promis. D'accord. C'était des paroles en l'air ? C'était en fait je faisais le boulot de la première vendeuse et de la responsable merch magasin, mais en termes de statut juridique, j'étais toujours vendeuse débutante. Alors pour vous dire, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis retrouvée à manager des personnes qui étaient vendeuses confirmées, donc qui étaient plus gradées que moi, plus payées que moi, mais c'est moi qui fermais et ouvrais la boutique. D'accord. C'est moi qui gérais tout le merch. D'accord. Donc voilà, j'ai travaillé comme une gueudin et tout. Après ça s'est envenimé en plus parce que je suis tombée sur une connasse d'adjointe qui m'a fait du harcèlement moral parce que simplement elle pouvait pas me voir parce que je m'entendais très bien avec l'équipe et que c'était pas son cas. Et du coup ça a été un peu crescendo, donc ils m'ont fait des belles promesses, et le jour où je devais passer donc enfin à obtenir mon nouveau poste, ils m'ont dit oui, mais en fait on s'est mal renseigné, on peut pas te faire passer de vendeuse débutante à première vendeuse responsable merch. Bizarrement. Voilà, comme si vous le saviez pas avant. C'est ça. Donc là j'ai un peu poussé ma gueulante en disant que en fait ça faisait des mois que j'aurais dû passer en vendeuse confirmée déjà, et que voilà quoi, que c'était leur faute, qu'ils avaient pas fait le nécessaire et tout. Donc en gros, bon, pour vous la faire courte, cette histoire, comme je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds, cette histoire elle s'est finie au prud'homme. Je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule dans ce cas-là chez Koukaï, qui avait énormément il y avait énormément de procès au prud'homme pour harcèlement moral, parce que c'est principalement pour ça que je suis allée, parce que vraiment avec mon adjointe ça se passait très très mal. Bref, voilà comment s'est terminée l'aventure Koukaï. Donc ça a été quand même très compliqué parce que les prud'hommes, qui dit prud'homme dit que vous êtes un peu assigné à résidence. C'est comme quand vous êtes en arrêt maladie pour incapacité de travail, donc vous êtes enfermé chez vous. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, tu es obligé de rester bloqué chez toi. Exactement. Jusqu'à réponse en fait des prud'hommes. C'est ça. Et tu ne peux pas bosser, et tu ne peux pas postuler ailleurs parce que tu es toujours sous contrat avec eux. Ok. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Donc. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Donc là, ouais, j'étais dans ma 23e année. Ok. 24e déjà. Ouais, 24e année. Et du coup. C'était très compliqué pour moi, qui ai toujours été hyper active, de me retrouver un peu du jour au lendemain enfermée chez moi et tout. Bon, après, je sortais d'un gros burn-out parce que vraiment l'histoire avec Koukaï m'avait lessivé, mais un truc de gueudin. Genre, j'ai fait un vrai burn-out, espèce de petite dépression, quoi, de petit craquage nerveux. Et puis, mais du coup, j'ai eu besoin de me reconstruire et puis surtout de faire quelque chose, quoi. Parce que rester devant la télé en pyjama, jour après jour, enfin, c'est le truc, ça te fait kiffer une semaine, mais après. T'en as vite marre. C'est ça. Donc, j'ai commencé, j'ai ressorti ma machine à coudre, j'ai acheté des tissus et j'ai créé une marque. Alors, pas en me disant je vais créer un truc de ouf et ça va marcher. Enfin, après, j'avais envie, mais je savais que j'avais pas non plus les moyens. Mais en tout cas, ça m'a occupée. Donc j'ai créé une marque d'accessoires qui s'appelait Rosemary's Babies, parce qu'en fait donc je faisais des col Claudine et des nœuds papillons et des sautoirs en tissu vintage pour femmes, parce que moi j'ai toujours adoré les nœuds papillons et je trouvais qu'on n'en trouvait pas pour les femmes, donc j'avais décidé d'en créer, et le fait de le faire en tissu vintage à partir des tissus récupérés sur des fringues vintage me permettait d'avoir des tissus super originaux, des séries limitées, et aussi d'être dans une démarche de développement durable. Et pas d'être dans une espèce de surconsommation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de beaux tissus anciens à réutiliser et tout, et pour faire des belles pièces entre guillemets uniques, puisqu'il y en aura très peu.
Donc voilà, après, clairement, je me suis rendu compte très vite, je me suis heurtée à la réalité et je me suis rendu compte que tu peux pas, quand t'as pas de fonds, quand t'as pas d'oseille, tu peux pas monter une marque. C'est pas possible. Et les banques, elles te prêtent pas. Donc j'ai eu des propositions intéressantes. Par exemple, une nana qui était, qui organisait un gala pour l'université Dauphine, je sais plus quoi, m'avait fait une commande de 200 pièces pour dans 2 semaines. Ouais. Pour ses invités et tout machin truc pour le gala, sauf que quand t'es toute seule à coudre, en fait c'est juste pas faisable. Faut pouvoir trouver rapidement quelqu'un qui puisse t'aider. C'est ça, mais enfin c'est très gratuitement, enfin c'est très très compliqué. Et donc clairement je me suis vite confrontée au fait que c'était pas possible, que ma marque n'allait pas pouvoir me permettre de vivre et qu'il fallait que je trouve un plan B. Donc là il y a eu une grosse remise en question. Mais bizarrement le merch, en fait j'étais dans une période de ma vie où j'étais tellement perdue que le merch ça m'est pas venu tout de suite. Mais en fait je pense que il m'avait tellement Kukai il m'avait tellement fracassé, je pense que c'est le mot, que j'étais perdue quoi. J'y pensais même plus, j'étais perdue, je savais plus où je voulais aller, je sortais des études de comédienne, j'ai fait un peu la merch, enfin j'étais en pleine chépéritude clairement. Et c'est ma sœur qui au bout d'un moment m'a fait mais pourquoi tu deviens pas merch? Bah oui. T'avais commencé, t'es douée pour ça, et j'ai fait mais ouais meuf, putain. J'avais oublié quoi. Ouais, j'avais carrément zappé que j'avais fait du merch tellement j'étais à l'ouest. Et donc j'ai commencé à poster quelques CV et je me suis vite rendu compte que waouh, c'était juste qu'on me répondait pas, que j'avais pas assez d'expérience. Et le problème c'est que en fait quand vous êtes première vendeuse et vous êtes responsable. Moi, j'avais été donc première vendeuse responsable merch chez Kukai pendant X temps, mais ce n'était pas inscrit sur ma fiche de poste. Ah bah ouais. Donc c'est un peu donc ne vous faites paniquer. Voilà ce que je veux dire. C'est très très important. C'est-à-dire que si vous faites un travail, assurez-vous bien que sur votre fiche de poste, que votre titre correspond au travail que vous fournissez pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ne vous retrouvez pas comme être vendeuse et à en fait avoir des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, à faire du merch alors qu'en fait vous n'êtes pas payé pour. Enfin voilà. C'est clair. Donc ça, faut vraiment faire gaffe à ça parce que moi je me suis vraiment fait avoir là-dessus parce qu'au moment où j'ai voulu trouver du travail dans le merch, je me suis dit mais comment je peux le justifier? Il est écrit j'étais vendeuse. Puis en plus, vu comment c'était fini à Kukai, je me suis dit, si jamais on appelle pour avoir des références, c'est pas eux qui vont me faire une fleur en disant oui, elle faisait bien du merch, quoi. Clairement pas. Oui, donc là, tu te retrouves un peu dans une impasse. C'est ça. Donc, je me dis, let's go, reprendre les études. Et t'avais quel âge, du coup? Donc j'avais 24 ans. Et du coup, là, quelles sont tes démarches à partir de ce moment? Donc, moi, je fais des recherches sur Internet pour voir ce qui se fait en termes d'études au niveau du merch. Et je tombe sur une école qui s'appelle MJM. Et donc je suis allée là-bas, je passe l'entretien et tout, mais surmotivée. Alors moi j'avais aucune, en plus, quand tu penses pouvoir évoluer dans ton entreprise, t'es pas dans la démarche de dire je vais faire des photos de ce que j'ai fait. Donc ça c'est pareil, c'est un autre conseil. Si vous êtes vendeur, que vous avez envie d'évoluer en tant que merch, ou même si pour l'instant vous n'êtes pas sûr, mais quoi qu'il arrive, prenez des photos de ce que vous faites. Parce que moi j'ai regretté énormément avec toutes les choses que j'ai faites, que ce soit chez Morgane, que ce soit chez Kukai. C'est vrai que j'avais pas de merch autour de moi, j'avais personne pour me guider et pour me dire ces choses-là. Donc moi je vous le dis, si vous êtes vendeur, si vous êtes en alternance, quoi que ce soit, et que vous faites du merch, prenez des photos. Avant, après, des vitrines de tout ce que vous faites, constituez-vous un book. Parce que moi, quand je me suis pointée chez MJM, j'avais, j'ai envie de dire, que ma gouaille pour me vendre. J'avais que ma grande gueule pour me vendre et je m'étais pointée. Je me disais mais qu'est-ce que je vais leur montrer? J'ai rien en merch et tout. Du coup, je m'étais pointée avec mes créations de Rosemary's Babies pour montrer quand même que j'avais un côté créa et tout. Et au final, elle adorait, la nana qui m'a reçue en entretien m'avait trouvé super sympa, elle trouvait que, que je savais de quoi je parlais quand je parlais de merch, et elle avait trouvé mes créas sympas, et du coup, m'avait dit, ok, faut juste trouver votre alternance. De là, j'ai annulé mes vacances d'été, comment vous dire?
C'est quand même the sacrifice. Ouais, c'est clair. Surtout quand tu sors d'une sale période comme ça et tout, tu vois, tu te dis putain, je sors d'un an d'enfer, de prud'homme, de machin. C'est un peu le truc dont je rêve depuis des mois, mais je me suis dit je m'en fous, c'est pour ma formation, nani nana. Sauf que quand t'arrives à 24 ans, et ils sont obligés de te payer plus. Ouais. Et ça, je ne le savais pas. Et je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Et franchement, je suis allée partout. Je ne me suis pas ménagée. J'ai passé un été entier à distribuer des CV, à envoyer des mails partout, dans toutes les boutiques parisiennes. Je me suis même pointée quand évidemment je savais plus où aller. Je suis même allée dans des boutiques très haut de gamme où je l'ai joué en mode j'ai cru que c'était dans un film où j'arrivais genre Wonder Woman. non mais c'est trop ça, tu sais, genre où t'arrives à l'accueil et tu fais oui je vous en supplie et tout, il faut absolument que je parle à la personne des ressources humaines, il me faut absolument une alternance, je rêve de travailler dans votre entreprise, machin, 5 minutes, non vous n'avez pas 5 minutes, très bien, je vais attendre jusqu'à ce que vous ayez 5 minutes, enfin voilà, genre moi j'ai toujours voilà, vous comprenez mieux mon amour du cinéma. Là, j'ai envie de te dire, tes études t'ont servi, du coup. C'est ça. Genre en mode vraiment, tu te crois dans un film, tu te dis ouais, si ça marche dans les films, ça peut marcher dans la vie. Non, ça marche pas. En fait, tu restes comme une connasse pendant 2 heures dans le hall de l'immeuble. Et le mec te voit, hein, il passe devant, il fait des allers-retours, il se dit oh, c'est une pauvre folle qui m'attend, mais vers qui j'irai jamais en fait. C'est ça. C'est un peu le concept. Donc ça n'a pas marché. Mais, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais en sachant quand même que du coup tu fais toute cette démarche pour trouver cette alternance, alors que c'est quand même le genre d'école qui prône avoir des partenariats avec des grandes marques, avec des machins, mais au final, à ce moment-là, quand t'es inscrite et que bon, ok, on te dit que ils veulent bien te prendre, mais il faut juste chercher une alternance, là, il n'y a plus personne. Alors, eux, ils avaient une espèce de, je pense, ils appellent ça masterclass avec H&M. Oui. Mais j'étais trop vieille pour rentrer dans le programme. Donc voilà, savoir que à 24 ans, tu es vieille pour les études. Ouais. Donc un peu fuck. Ça fait chier. Et donc non, ils m'ont donné aucun tuyau. Donc vraiment, moi j'ai couru mais partout. Franchement, je pense que cet été-là, j'ai dû déposer genre 200 CV quoi. C'était un peu n'importe quoi. Pardon à la forêt. C'est clair. Mais tellement quoi. Et en fait, donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que début septembre, j'avais encore 15 jours pour trouver mon alternance. Et moi, j'étais en mode, j'achète rien. Même s'il me reste 15 jours, genre, je donne tout, j'y crois et je vais y arriver. Je suis toujours comme ça. Tant que c'est pas mort, c'est pas mort, quoi. Moi, même à 15 jours du truc, je m'étais dit, je vais y arriver, je vais trouver et tout. Et sauf que je me pointe et qu'elle me dit oui en fait c'était pour vous dire que il y a plus de place dans la classe. La blague. Donc là comment te dire que j'ai le seum intersidéral, je fais vous vous foutez de moi. Elle me dit non, elle me fait en fait voilà, on a accepté plusieurs personnes et c'était un peu le premier qui trouvait leur alternance et là il y a plus de place donc en fait maintenant c'est clôturé, les inscriptions sont clôturées, comme vous n'avez pas trouvé votre alternance c'est mort pour vous. Et elle pouvait pas te prévenir avant ou du moins vous prévenir de attention à partir d'une certaine date vos places sont risquées et sont limitées du moins. Et non, c'est surprise. En sachant que du coup t'es à quel mois t'arrives à quel mois de l'année? On est au mois de septembre. Au mois de septembre, donc pour trouver de nouveau des études et s'inscrire quelque part. C'est dead. Tu peux oublier. Voilà. Donc là, je suis au maximum de mon seum. Je pense que c'est une des seules fois de ma vie où j'ai pleuré comme une grosse vache dans le métro. Ouais. Je suis rentrée chez moi, j'ai foutu un coup de poing dans un fauteuil, je me suis défoncé le poing. Non mais j'étais vraiment un niveau de somme maximum quoi. Ouais. Parce que pas de vacances d'été, parce que pas de formation, parce que 2 mois à tout donner pour rien. Donc même plus que 2 mois parce que j'avais commencé à déposer des CV au mois de genre mi-mai quoi pour vous dire. Oui, c'est pas comme si tu t'étais pris au dernier moment. C'est ça. Donc vraiment tous ces efforts, tout ce travail pour rien. Et je me dis mais putain, et ça t'arrive un moment où tu te dis mais putain mais il y a jamais rien qui est facile dans la vie pour moi. Ouais. C'est pas possible, il y a jamais un moment où ça se passe normal. Et du coup je me dis je lâche rien, je me dis écoute tu te reprends en main. Je regarde donc les autres écoles, je tombe sur la fabrique et je vois que clairement les inscriptions c'est trop tard. Je me dis ok bon ça fait chier de ouf mais tu retrouves un boulot de vendeuse
Et tu mets ton rêve de côté. Tu mets ton rêve de côté pendant 1 an et tu t'inscris pour l'année d'après. Donc, quand même bien les boules à ce moment-là. Mais bon, bah c'est la vie, quoi. Et puis un jour, j'ai poussé la porte de Doc Martens, qui est une marque que j'ai toujours adorée. J'ai toujours porté des Doc depuis que je suis jeune. Et du coup, je me suis dit, bah allez, go Doc Martens. Je passe l'entretien, ça se passe très bien. Et là, je tombe dans une super équipe, dans une marque avec une vraie identité visuelle, avec une âme. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures, je vais pas le faire, mais je pourrais en parler des heures de cette marque tellement je l'adore, parce que je trouve qu'elle a vraiment une âme, c'est le mot. Ah, c'est clair, ils ont un vrai storytelling, une histoire qui est vraie en plus, qui est pas inventée pour le coup, qui est vraie et tout. Et donc voilà, j'ai bossé en tant que merch, je gagnais bien, donc c'était vraiment bonheur. Super équipe, je gagnais bien ma vie, je faisais du merch, enfin franchement voilà, j'étais heureuse, ça m'a permis de passer les 1 an de façon sereine et vraiment, puis de reprendre aussi confiance en moi, de reprendre confiance en le milieu du travail. Enfin, du coup, ça a été, on va dire, une transition assez cool. Et donc après, comme j'avais repéré la fabrique, j'ai posté ma candidature, je pense que c'était au niveau du mois d'avril. J'ai contacté la fabrique, j'ai été reçue en entretien. Par une femme que j'adore. Voilà, je l'ai dit. J'ai été reçue en entretien par une femme qui s'appelle Dominique Verscheld, qui est responsable de formation donc à l'école de la fabrique. Pareil, je suis allée de façon très fébrile parce que c'était mal passé avec MJM. Et elle m'a accueillie avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité. Elle avait elle-même pris sa formation de merch quand elle avait mon âge, donc du coup il y a un espèce de lien qui s'est créé avec cette femme-là. Elle a tout de suite adoré mon profil et tout, donc vraiment le feeling est super bien passé. Donc elle m'a dit écoutez, et elle me dit comme ça, moi je vous vois pas rentrer en première année de BTS quoi. Elle me fait avec le bagage que vous avez, les connaissances que vous avez. Elle me dit à la fin de l'entretien, pour moi il faut passer le concours et rentrer directement en 2e année. Ah ouais. Donc je m'y attendais pas du tout. Je me dis ok super, mais il me reste à trouver mon alternance. Je me remets à chercher une alternance, bref j'en repasse par le même bordel, c'est le mot. Honnêtement c'est un parcours du combattant pour trouver une alternance quand vous avez passé l'âge fatidique où ils doivent vous payer correctement. Et là je me dis bon bah tant pis. Franchement, je ne relaisse pas passer ma chance. Je le fais en formation initiale, c'est-à-dire en temps plein. Je ne ferai pas en alternance. Donc je pars en formation initiale et tout de suite j'adore. J'adore, mais en même temps c'est très très dur. Savoir que quand vous rentrez en 2e année directement, que t'as jamais touché à Photoshop, que t'as jamais touché à Illustrator. C'est ça. Et que déjà du coup tu te retrouves avec des personnes qui ont déjà fait la première année. Alors déjà tu te retrouves avec des personnes qui ont déjà fait la première année, qui en plus sont beaucoup plus jeunes que toi parce que moi j'étais la plus vieille de la classe. Y a un décalage et puis que tu te retrouves vraiment mais comme une quiche quoi. Genre on te parle de faire une planche tendance, toi t'es encore à l'idée de te faire des découpages et des collages et eux disent ah mais non tu l'as fait sur Photoshop la planche tendance et toi tu dis ah ouais je fais pas avec la UHU et les ciseaux. Non mais parce que moi j'avais fait dans mes études de mode puis même j'avais fait un stage chez Crépol. Pour moi planche tendance c'était magazine, découpage, colle et là en fait c'était Photoshop. Ah d'accord. Donc du coup faut que tu reprennes tout à zéro quoi. Du coup tu te retrouves à travailler comme une psychopathe. Alors après moi c'est vrai que j'étais dans une détermination mais de feu quoi. Pour vous dire je bossais comme une psychopathe, c'est-à-dire que je rentrais des cours à peu près je crois que j'arrivais chez moi, il devait être 18h. Je bossais de 18h à 20h. Après, je mangeais pendant une demi-heure. Après, je bossais jusqu'à 23h. Je me couchais. Et puis après, je me mettais le réveil à 3h du matin. Et je bossais de 3h du matin jusqu'à 7h du matin. Et après, je me préparais, j'allais en cours. Océane est une folle, il faut le savoir. Moi, on s'est connus à la fabrique, donc moi à la licence, elle était déjà comme ça. C'est une acharnée cette fille. Mais vraiment quoi. Et parce qu'en fait mon objectif c'était pas juste de rattraper mon temps, de m'en sortir. Mon objectif c'était d'arriver dans le peloton de tête quoi en fait. Donc vraiment je me suis bagarrée après et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que déjà la formation donc après je dirais que tout ça m'a beaucoup plu. Et qu'est-ce que tu as appris du coup dans cette formation? Donc les logiciels mais Alors j'ai appris les logiciels.
J'ai toujours eu un côté très manuel, mais là où vraiment je me suis éclatée et où je me suis épanouie, c'est dans tout ce qui a été élaboration et la fabrication des décors. Ouais. Ça a été une éclate totale pour moi. Ouais. Je suis un MacGyver dans l'âme. Ouais, carrément. Donc tout ce qui est fabrication de décors, pour moi, ça a été une vraie révélation. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Mon rêve, ce serait de concevoir du décor, de faire du décor de vitrine. Ça m'éclate tellement. Enfin, moi, vous me filez une scie circulaire, je suis la plus heureuse des femmes, faut le savoir. Genre passion bricolage, quoi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah non, mais Valérie Damido, à côté de moi, c'est une pédale, hein, je te le dis. Virez là, remplacez-la par moi. Ah non, mais c'est clair, c'est une petite joueuse, hein. Non mais donc vraiment ça m'a apporté ça, quoi. Ça a révélé ce côté-là, ce côté créatif chez moi. Ça a aussi révélé une vraie compétitrice parce que il y avait des concours. Beaucoup pendant le BTS, c'est vrai qu'on l'a moins eu pendant notre année de licence, mais pendant le BTS on avait pas mal de concours. Donc je me suis battue à chaque fois, ce qui fait que j'ai été publiée dans un magazine spécialisé. Ah ouais. J'ai été publiée dans Table et Cadeaux. Okay. Fallait imaginer une vitrine. Ils nous avaient donné un thème. Table et Cadeaux nous avait donné un thème et il fallait réaliser une vitrine et tout machin fictive sur Photoshop, tatati tatata. Et mon projet avait été retenu et avait été publié. Ça, c'est une de mes premières victoires à la fabrique. Ouais. J'ai fait des choses. On a eu un concours de fin d'année qui comptait pour beaucoup dans l'obtention du diplôme, qui est un projet qui allait se réaliser en vrai. Donc ça, c'est toujours très stimulant. Ouais, c'est clair. Avec la société 4 Murs qui fait dans le papier peint. Okay. Donc 4 Murs a ouvert un nouveau concept il y a quelques années au Havre et a voulu rajeunir son image en fait en y apportant de la décoration d'intérieur en plus du papier peint. Okay. Et du coup, ils voulaient mettre en scène le papier peint et leur déco d'intérieur et créer des univers, plusieurs univers en fait différents dans leur magasin. Et pour ce faire, avoir du coup des vitrines dans le magasin qui expriment en fait ces univers. Okay. Donc il y a eu des tirages au sort et tout. Moi, je suis tombée sur Atelier Industriel. Et ça m'a tout de suite beaucoup parlé. Et pareil, je travaillais comme une dingue, je me suis donnée. Et mon projet a été retenu et j'ai pu réaliser ma vitrine. J'ai fait partie des 6 vitrines qui ont été retenues et qui ont été réalisées dans la boutique du Havre pour l'ouverture de la nouvelle boutique. Trop stylé. Ouais. Donc je me suis vraiment bagarrée. Mais j'étais vraiment fière de moi à la fin de cette année-là. Après, il y a là, dans cette formation-là, ce qui a été extrêmement formateur et intéressant, et je trouve que ça, c'est vraiment dans ce BTS, c'est une grande force. Donc, il y a un cours qui s'appelle Freelance, en fait, où vous êtes en binôme, et où vous allez démarcher de vous-même, un commerçant indépendant, et donc vous allez le voir, et vous lui proposez de lui faire 6 vitrines dans l'année. Okay. Sachant qu'il vous paye pas, mais que c'est lui qui doit investir le budget et que ça doit être un minimum, je crois qu'on a un minimum de 30 € par mètre linéaire de vitrine. D'accord. Donc c'est à vous de démarcher votre commerçant et après, il y a des dates, il y a un planning, il y a des dates pour les vitrines, c'est à vous d'aller voir le commerçant, de faire un brief avec lui, à savoir qu'est-ce qu'il veut pour la vitrine de telle date, lui dire après, de voir avec lui, de lui dire aussi, de savoir négocier avec un commerçant, de lui dire ça c'est réalisable, ça ne l'est pas. D'ensuite faire les budgets, faire les courses, il y a la réalisation, il y a la pause, c'est ultra complet. C'est vraiment ultra complet et je pense que c'est le cours le plus formateur que j'ai connu à la fabrique. Okay. Vraiment, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est un peu comme si vous étiez merchandé, comme toi tu l'es aujourd'hui, et tu négocies tout et tu gères tout de A à Z. Ok, super formateur. Ouais, dur par moment, parce que les commerçants sont durs. Moi, j'étais chez une commerçante qui voulait des trucs de fou, mais qui voulait pas mettre le budget. Genre, alors je voudrais l'Empire State Building dans ma vitrine pour Noël. Mais c'était pour de vrai en plus, hein, et je l'ai fait.
j'ai fabriqué un Empire State Building avec 2 colonnes à CD. Ah ouais, la meuf est chaude. Et du carton plume. La meuf est super chaude. Et puis aussi, c'est très compliqué des fois. Des fois, il y a des commerçants, ils ont mauvais goût juste et ils comprennent pas qu'en fait ça se fait pas. Enfin, genre quand la meuf te met tout le magasin dans la vitrine et que tu essaies de lui faire comprendre qu'en fait on voit plus rien. Et donc d'avoir aussi d'arriver à être dans cette communication, d'avoir cette diplomatie, c'est aussi formateur d'essayer de leur faire comprendre. Voilà. Donc nous on est là pour vous aider. Hein. C'est juste que si vous mettez toute la boutique dans la vitrine, on ne voit plus les produits. Et ça ne sert à rien, ce n'est pas vendeur en fait. C'est ça. Et puis quand elle te dit alors je veux une vitrine ambiance New York sous la neige et tout, et une vitrine Las Vegas à Noël, ça ne va pas ensemble. Comment te dire que c'est pas possible? Code couleur, vert et rouge d'un côté, de l'autre côté, blanc et doré. Non mais ça va pas être beau. Non mais c'est ce que je veux. Bon bah ok. Hein. Donc voilà, c'est l'année où j'ai fait un Empire State Building et aussi un sapin en château de cartes. Ah oui, parce qu'il fallait un maximum de produits. Donc en plus, il fallait qu'il y ait un Empire State Building et des cartes et des machins, mais que ça puisse en même temps contenir du produit. D'accord, ok. Vous voulez tout en même temps, quoi. Pouvoir faire de la pose produit dans les éléments de déco. Ok. D'accord. Donc c'était the défi. C'est clair. Mais voilà, c'était en même temps c'était exténuant mais tellement stimulant quoi. Donc voilà, BTS et mais donc ça ensuite t'enchaînes avec la licence. Bah en fait, je me dis pourquoi s'arrêter là quoi. Ouais. Genre je kiffe tellement, j'y arrive. Donc je me suis dit ouais. Licence responsable visuel merchandiser. Bah, ça me parle. Let's go. Donc je passe le concours et dans un premier temps on me dit c'est mort, mais on me donne pas d'explication. Donc Dominique Verchel, la grande Dominique, me convoque un jour dans son bureau et elle me dit oui Océane, en fait c'est pour dire que pour la licence si t'es toujours intéressée tu peux le faire en alternance avec la Halle. Et elle m'explique qu'en fait si à la base j'avais été refusée, c'est qu'il s'était dit que ce serait trop compliqué pour moi de pouvoir trouver une alternance. Ok. Et que c'est pour ça qu'on m'avait mis un stop. Alors là, elle m'annonce la Halle aux chaussures. Comment vous dire? Comment ça fait pas rêver? Mais trop de glamour d'un coup. C'est ça. Vous savez plus où j'étais, trop de glamour, trop de paillettes. Mais d'un côté, bon, on n'a pas cherché d'entreprise. Bah moi après je me suis dit je m'en fous, c'est pour le diplôme, c'est pour un an, vas-y, te prends pas la tête, c'est pas prestigieux, c'est pas glorieux, mais voilà quoi, on y va. Et donc je me dis je fais ok et tout, donc je passe l'entretien avec la Halle, ça se passe très bien, je suis acceptée et donc je rentre en licence avec la Halle aux chaussures. Donc c'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on se rencontre. Faut savoir que la première fois que j'ai joué m'a fait peur. Mais je fais pas à tout le monde, je comprends pas. Pourtant je suis toute mignonne, je suis trop gentille quoi. Mais meuf, en fait quand tu connais pas les gens, t'as un air super froid. Oui je sais, on me le dit souvent. Mais franchement je suis super cool. Si vous la croisez un jour dans la rue, que vous la connaissez pas, vous allez voir, genre on croit qu'elle se la pète mais en fait c'est pas vrai. Non je suis plus en mode ne me parlez pas, je ne veux pas de mec relou qui vienne me parler. Mais voilà, mais on sait très, mais comme je suis du genre aventureuse, j'ai très vite été lui parler donc et les malentendus ont été dissipés. La brume s'est dissipée. C'est ça. J'ai très vite rendu compte qu'en fait on est fait pour être potes. Mais du coup ouais, donc licence, la Halle et ben au final oui, le produit pas forcément très glamour, très fun, mais au final oui, très très formateur. On a fait des ouvertures de magasins, on a fait plein de trucs, enfin honnêtement non, c'était cool, franchement c'était cool. Ouais, moi je m'attendais pas à faire autant de choses en fait. J'avais peur de passer ma vie à ranger des boîtes. Bon, faut pas se mentir, hein. J'ai rangé beaucoup de boîtes, mais j'ai fait pas mal de trucs intéressants. J'ai fait du bouffe de préco, j'ai fait des ouvertures de magasins. Puis après c'est pareil, j'ai eu la chance aussi, je pense que c'est une question de chance sur quel magasin vous tombez, mais de tomber sur des responsables qui m'ont laissé beaucoup de liberté, qui m'ont beaucoup fait confiance, d'avoir une équipe qui avait aussi envie de travailler avec moi. Donc tout ça a fait que au final ça a été une année très très cool. Et puis voilà, on a eu nos diplômes. On a eu nos diplômes avec succès. Et du coup pour toi qu'est-ce qui se passe derrière ce diplôme? Pour moi du coup je me dis j'arrive enfin à mon objectif. Donc là l'objectif c'est devenir un peu une personne adulte et responsable.
Donc de trouver un poste de responsable visuel merch pour pouvoir ensuite très rapidement acheter un appartement, faire un bébé, la life quoi. Et je me rends compte que c'est très très dur de trouver un poste de responsable visuel merch. Mais du coup, ouais, t'es passé par où pour trouver un taf en tant que responsable visuel merch? Quelles ont été tes démarches à partir de ce moment? J'étais sur internet, sur le site qui s'appelle... Comment ça s'appelle ce site? Fashion Jobs? Ouais. Je me souviens plus. Fashion Job, ouais, on connaît tous. On connaît tous. Donc voilà, je suis passée beaucoup par là. Après, je m'étais fait des listes interminables d'entreprises dans lesquelles je voulais bosser. Pour moi, le Graal, moi, je rêvais de bosser chez Citadium, parce que je trouve leur merch absolument incroyable. BHV me faisait beaucoup rêver aussi, parce que pareil, je trouve qu'ils ont toujours des scénos de dingue et tout. Mais ce que je voulais vraiment, enfin voilà, ce que j'aurais aimé par-dessus tout, c'est en tout cas faire de l'amont. Et je me suis rendu compte que quand t'as pas d'expérience, t'as beau avoir les diplômes, on te laisse pas rentrer. Donc voilà, donc je passais quelques entretiens pour des postes de merch simples, des entretiens extrêmement décevants, faut le dire. Je passais un entretien chez H&M notamment. Alors leur entretien est très 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 dur. Ouais, ils te font passer un test, c'est ça? Ils te font passer un test, donc moi savoir que j'ai passé un test dans un magasin que je ne connaissais pas, ils m'ont dit vous avez 15 minutes pour trouver des vêtements pour créer une tenue sur tel thème. Mais je connais pas le magasin. Genre, donc tu cours comme une dératée dans le magasin pour trouver, pour essayer de faire une tenue cohérente, enfin t'as 15 minutes, enfin c'est délirant. Donc voilà, et une analyse, après t'as un questionnaire, une analyse, donc tout ça a été. Bon, le look ils ont pas kiffé, trop What the fuck. Trop avant-gardiste. Ils m'ont dit trop original, trop avant-gardiste, pas assez madame tout le monde. Ok. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, voilà. Bah, tout est normé chez eux. Donc, c'est ça. Et en plus, alors là, ils m'annoncent un truc, mais the blague H&M. Oui, alors savoir que si on vous prend, vous repartez en formation pour 8 mois. D'accord. Ah, donc une fois que t'as été pris que t'as réussi le test, tu repars en formation pour 8 mois avec MJM. Ah, retour à la case départ. Tu repars en formation pour 8 mois avec MJM pour avoir un diplôme de merde qui est, oui, certes reconnu par l'État, mais je dis mais attendez, je vais pas repartir en formation pour avoir un diplôme qui est en fait moindre que celui que j'ai à l'heure actuelle. Bah, oui, c'est ça, sachant que t'avais une licence, c'est un BTS. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, même pas, c'est un équivalence BTS. Oui, c'est l'équivalence BTS. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai dit what the fuck, et ils m'ont dit oui non mais c'est parce qu'en fait nous on a besoin de vous formater H&M. Ah d'accord. J'ai fait n'importe quoi, et sachant qu'au bout du compte vous n'êtes pas garanti d'avoir un CDI à la sortie des 8 mois de formation. D'accord. C'est-à-dire tu fais la formation et après on voit si on donne un job. D'accord, ok, donc tu fais peut-être tout ça pour rien. Donc voilà, ils ont pas voulu de moi, de toute façon je voulais pas y aller non plus, salut. Ouais. Après j'ai passé des entretiens aux galeries, donc très bon accueil et tout, mais bon ça c'est pas fait, ils ont pris une intérimaire, donc fonctionne beaucoup comme ça aussi, hein. De plus en plus comme tu disais, le problème du commerce aujourd'hui c'est qu'il se porte de plus en plus mal à cause d'internet, parce que j'en achète beaucoup sur internet, et du coup il y a de moins en moins de budget. Les premiers postes qui sautent, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que ce sont des postes essentiels, ce sont ceux des merch. Parce qu'on se dit que les vendeuses peuvent faire le travail des merch. Exactement. Alors que non. Ce sont deux travails différents. Exactement. Et que et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la seule façon aujourd'hui d'arriver à sauver le commerce réel, c'est justement de créer une réelle expérience pour le client. Ça va être la seule possibilité pour eux d'arriver à ramener les gens au magasin et de les faire décoller de leur écran. Bien sûr. Aujourd'hui, les gens, c'est de ça qu'ils ont besoin, à mon avis, pour aller dans le magasin, c'est de vivre une expérience. Moi, par exemple, je vais dire un truc, Monkey, j'en avais entendu parler, ça m'arrivait d'aller vite fait sur le site, mais ce qui m'a vraiment donné, c'est là où j'ai vraiment découvert la marque, c'est quand ils ont ouvert le store à Rivoli. Et pourquoi j'étais voir le store à Rivoli ? Parce que j'ai vu des photos, parce qu'ils ont fait un merch de malade. Et maintenant, je vais m'habiller chez Monkey. Bien sûr, ils ont réussi à te fédérer comme ça, en fait. C'est ça. Et j'ai un plaisir à y aller, parce que c'est une véritable expérience, parce que le merch est incroyable, parce que t'as plaisir à y aller.
Undies l'a très bien compris aussi avec son nouveau système tu commandes sur la tablette, ça descend dans une capsule. Enfin, c'est assez incroyable ça. C'est génial, j'ai adoré. Parce que ça, avec le petit mot personnalisé en plus dans la capsule. Donc voilà, ces gens-là, ils ont compris. Mais le problème, c'est que c'est une minorité. C'est minoritaire. Dans le milieu du commerce. La majorité vont faire sauter les postes de merch, vont faire trimer les vendeuses pour qu'elles fassent le merch. Elles sont débordées, c'est pas leur boulot, c'est mal fait. Du coup, ça marche pas. Ouais, exactement. Et moi, pour avoir connu plus l'expérience au siège, une fois que les décisions auprès du marketing sont prises, que les décisions auprès des achats sont prises, et ben nous, on est prévenus au dernier moment et genre démerde-toi avec ça. Ouais. Et du coup, des fois, tu te retrouves mais genre carrément sous l'eau parce que t'as une opération commerciale avec une sélection de vêtements, mais en soi, ça va pas du tout, ça fait pas rêver. Et toi, faut que t'inventes tout un merch. Et c'est toujours ça. Et du coup, bah, ça se reproduit en magasin et ainsi de suite et ainsi de suite. Et enfin, voilà. Donc du coup, c'est pas fait aux galeries. Et un jour arrive une annonce sur Fashion Job pour Stradivarius. Et donc je suis prise en entretien. Donc je passe un premier entretien qui se passe bien et tout. Donc après, le petit X, c'est est-ce que vous êtes bilingue? Est-ce que vous parlez anglais? Donc clairement, je suis cash avec eux au moment de l'entretien. Je fais franchement, je maîtrise très très mal l'anglais et je lui dis comme ça en rigolant et en toute franchise, mon anglais ça se limite un peu à Where is Brian quoi. In the kitchen. Brian in the kitchen. Donc voilà, les nanas elles rigolent et tout, elles me disent et là je me dis c'est mort quoi, on va me rappeler. Et puis si on me rappelle, je fais ok, bon, bah c'est que ça doit pas être si important que ça pour eux. Donc je rencontre une deuxième personne qui est la responsable commerciale de tout Inditex en fait. Pareil, très très bon feeling, nana. Mon entretien est très court, mais il se passe très très bien. On me recontacte pour un troisième entretien. Non mais c'est le parcours. Stradivarius quoi, allô. C'est ça. Et t'as l'impression que tu passes un entretien pour Chanel. Troisième entretien, grosse pression, en vidéoconférence sur écran géant avec l'Espagne. Ouh, d'accord. Et donc le mec me parle en anglais. Heureusement donc j'avais un traducteur à côté de moi parce que sinon je pense que ça aurait été à la loose totale. Et je me dis mais c'est pas possible, je me suis flinguée, j'arrêtais pas de faire appel à mon traducteur. Voilà, enfin moi après en temps, après je sentais que mes réponses en soi d'un point de vue sur le merch, ma façon d'appréhender le merch, que ce soit d'un point de vue créatif, que ce soit d'un point de vue commercial. Et puis aussi tout ce que je disais par rapport au management, tout ça en fait correspondait à ce qu'ils attendaient. Le seul hic c'était la barrière de la langue entre guillemets. Donc voilà, mais bon je me suis dit je me suis flinguée avec mon entretien pour l'Espagne et au final je me disais quoi, ils m'ont donné le poste, ils devaient vraiment être désespérés. Genre ils avaient vraiment pas à recruter en interne, ils ont dû galérer ou je sais pas, mais bref ils m'ont donné le poste. Et de là, donc c'est c'était un poste pour être merch terrain. Alors donc, oui, ça faut que je le dise. C'est vrai que c'était pas du tout un poste pour être merch terrain. C'était un poste pour être coordinatrice merch. Donc sur les papiers, ça envoie du rêve. On te dit, tu vas gérer 11 magasins en France. Tu vas faire tes plannings. Tu feras, en fait, ton job, ça va être d'aller de magasin en magasin, de vérifier que les préconisations sont bien mises en place, de filer un coup de main et de faire de la formation. Alors moi, je me dis génial, surtout que de la formation, j'en avais faite à la halle et c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai un côté assez pédagogue. Que j'aime bien transmettre, que j'aime bien partager, donc ça me correspondait tout à fait. Donc vraiment sur le papier ça envoie du rêve, puis en plus on vous dit voilà, donc statut cadre, là, tu te dis waouh, je suis arrivée dans la vie, je vais être cadre et tout. François, bon cadre, à part payer des impôts. Voilà, mais bon tu sais, t'as l'impression d'être arrivée à un certain niveau, tu dis ça y est, je suis une grande personne et tout. Et donc voilà, statut cadre, vous allez avoir un téléphone portable pro et tout, waouh. Tu sais c'est un peu le package genre de la grande personne quoi. Vous allez avoir des notes de frais et tout. Putain, truc de ouf. T'as l'impression un peu que c'est genre job de rêve quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on vous envoie 15 jours en formation en Espagne. Trop cool. Donc des vacances. ouais, bah non. Donc voilà, je suis partie en Espagne, donc à Valence. J'avais donc une merch de chez eux qui était elle pour le coup bilingue, qui parlait français, très très bien français, qui m'accompagnait en fait tout au long de ma formation là-bas.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était 15 jours de l'enfer. C'est-à-dire que je pense que la plus petite journée de travail que j'ai faite là-bas, elle était de 10 heures. Ok. J'ai fait des journées jusqu'à 14-15 heures. Ah ouais. C'était du non-stop. Ma formatrice était une psychopathe. Savoir que... Alors les Espagnols, c'est une légende. On dit souvent ouais, les Espagnols, ils travaillent pas, ils ferment leur magasin de telle heure à telle heure, ils font la sieste. C'est faux. C'est des putains de bosseurs. Moi, je l'ai vu. Honnêtement, j'ai jamais vu des gens bosser comme ça. Et à savoir qu'en plus, ils travaillent pour des salaires de misère. C'est pas les mêmes salaires qu'en France. Non. Et ma formatrice, elle me lâchait jamais. C'est-à-dire que même quand on était en pause déj, la meuf était encore en train de me sortir les dossiers, les trucs et tout, quoi. Donc j'avais aucun moment de répit. Je suis sortie de là totalement lessivée. Je suis revenue d'Espagne. Genre j'en pouvais plus. Mais en même temps, bon, j'étais, c'est trop bien, ce formateur, c'est ici, c'est là. Et donc là, j'arrive très très vite à la réalité. Donc je me retrouve à faire mes tournées magasins et tout. Et là je me rends compte que la réalité est loin d'être en fait ce qu'on m'avait vendu, quoi. Donc déjà c'est pas moi qui fais mes plannings, on m'impose des plannings qui sont compliqués à gérer. Parfois je fais un aller-retour Marseille dans la journée pour être sur un magasin de région parisienne le lendemain. Enfin des choses qui sont juste pas cohérentes. Je me rends compte que la France n'a aucun pouvoir de décision réel sur quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, que vous avez besoin d'une information, tout doit passer par l'Espagne. D'accord. L'Espagne ne laisse aucune liberté, rien en fait à la France. C'est atroce. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai passé un entretien en vidéoconférence avec l'Espagne. Ça en dit long. D'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment avoir la main sur tout. Et la grosse problématique qui s'est posée pour moi, c'est que du coup j'ai été formée en Espagne par une Espagnole, mais qui a une espèce de bras de fer entre la France et l'Espagne. C'est-à-dire que la France, quelque part, se borne à vouloir son indépendance et donc à faire avoir des procédures qui diffèrent de celles de l'Espagne. Donc vous arrivez en magasin et vous dites à vos équipes de vente, ah non mais c'est comme ça que ça doit être. Et puis les équipes de vente, en plus, vous arrivez et tout, machin, vous dites, ah mais non c'est pas comme ça, on n'a jamais fait comme ça. Donc vous appelez votre collègue et il fait, ah oui non mais en France on fait pas comme ça. Et là, il y avait deux sons de cloche différents en fait. C'est ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas été formée par mon collègue qui avait des années de boîte, qui était quelqu'un d'extrêmement compétent, ça je tiens à le préciser, parce que vraiment, faire le travail qu'il fait depuis des années, le rythme que c'est impressionnant, avec le professionnalisme qu'il a. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas été formée par Mathieu, donc, qui s'occupait des autres magasins en France, de l'autre moitié. Et pourquoi j'étais formée en Espagne avec des règles qui ne s'appliquent pas en France en réalité, qui en théorie devraient s'appliquer mais ne s'appliquent pas. Donc ça a été très très compliqué aussi, parce que du coup, je revenais de 15 jours de formation mais j'avais encore plein de tout à apprendre. T'avais tout à réapprendre à réapprendre, à refaire le tri en fait, entre les infos, celles qui sont valables ou pas en France, enfin voilà. Donc très très compliqué comme climat. Mais du coup, quand t'es là-bas, c'est quoi ta journée type? Alors, j'arrive en magasin. Déjà savoir que vous recevez savoir que ta journée elle commence dès le moment où tu te réveilles, parce que tu reçois 1 million de mails par jour, sans déconner, c'est affolant, mais de tous les services de l'Espagne, de machin, de trucs qui sont pas forcément qui te concernent pas forcément. Si, parce que t'es censé être concerné par tout, donc tu reçois les résultats chiffres de tous tes magasins, de tout machin truc, donc en fait quand je vais dans le train pour aller à Lille ou à Marseille, en fait, je suis déjà en train de bosser. D'accord. Donc, je bosse dans le train, je potasse mes chiffres, je regarde sur quel magasin je vais, je regarde, du coup, les résultats qu'ils ont eu les jours précédents, sur quel produit, parce que du coup, je suis beaucoup dans l'analyse des chiffres, des résultats. Donc, quand je me pointe, je regarde, donc il y a tout le temps des changements merge, donc je regarde et tout... si tout est bien mis en place. Après, je sors les chiffres, et par rapport au ranking... on repositionne les produits, on intègre les nouveaux, enfin voilà. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que moi, à la base, je suis censée superviser, sauf que ils sont sous-staffés, ils ont pas le temps de faire le merch, et c'est moi qui me coltine le taf, quoi.
Oui, donc les fameuses formations, les fameuses... mais j'ai jamais le temps de former personne, en fait. C'est-à-dire que je programme des formations donc avec les équipes de vente. Donc, telle personne, ok, elle a un potentiel sur le merch, je la forme. En réalité, à chaque fois que le jour J arrive, c'est non, on a une grosse livraison, il y en a une qui est malade, il y a ci, il y a là, et j'ai jamais le temps de former personne. Donc, c'est extrêmement frustrant. Il y a des journées où je passe plus de temps dans le TGV que dans les magasins. Je suis à des semaines qui avoisinent les 60 heures. Et en fait, je me dis, mais c'est pas... Puis j'ai l'impression de faire le keuf, quoi, sans arrêt. C'est-à-dire que c'est très très loin de ce que j'imaginais. J'ai l'impression que j'arrive et tout le temps faire la police et tout. Et parce qu'en plus, je suis obligée, parce qu'on est dans un système où en fait, ils sont très très assistés. Ils ont été habitués à attendre que les coordinateurs arrivent pour faire le merch. Et du coup, ils savent plus rien faire par eux-mêmes. Ils sont totalement assistés et c'est épuisant, quoi. Donc presque, je veux pas généraliser, c'est pas toutes les équipes, mais c'est beaucoup comme ça. Et aussi, faut à leur décharge, comme je disais, le problème aujourd'hui, c'est que on veut que les vendeurs soient vendeurs, qu'ils soient caissiers, qu'ils soient stockistes, qu'ils soient merch, qu'ils soient conseillers personnels. Faut arrêter. Chacun son taf. Et quand les gens sont sous-staffés, ils ont pas le temps de tout faire. C'est humainement impossible, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça s'est avéré très compliqué. Humainement aussi, parce que je pense que même si je savais me faire respecter, j'étais appréciée par mes équipes de vente, moi je me sentais pas à l'aise dans ce rôle de cadre. De flic. Ouais, de flic, comme tu dis. Et surtout parce que j'arrivais pas à me ranger du côté duquel j'aurais dû me ranger. C'est-à-dire du côté du patronat, entre guillemets, pour la jouer un peu à l'ancienne. Mais c'est vrai que quand on vous annonce... Demain, on enlève, demain se finit telle opération commerciale, sachant qu'il y a des tables, des portants entiers de fringues à ranger. Que le lendemain, vous arrivez sur le magasin et que vous voyez que dans la nuit, ou je sais plus, très tard le soir, une info est tombée, comme quoi, en fait, c'est reconduit. Et donc j'arrive sur un magasin de Lille un matin, donc dans cette situation. Et puis je les vois et tout, toute contente. Oui, on a tout rangé et tout, on a tout remis en place. Vous avez pas vu le mail hier soir et tout. Et là, les gens pètent un câble. Et en même temps, elle me dit oui, non mais voilà. Et donc moi j'appelle ma commerciale avec qui je travaille en binôme. Et elle me dit oui, non mais fallait pas qu'elles rangent avant. Je dis mais attends, mais elles sont obligées parce qu'elles n'auraient pas pu le faire dans la journée. Enfin, il faut remettre en place, faut remplir les rayons qu'on vide. Enfin, elles ont bien fait. Et moi à ce moment-là, quand j'ai ma commerciale qui me dit tout est normal, nanana, c'est eux qu'on merdait, j'arrive pas à garder ce masque en fait devant mon équipe de vente et à leur dire oui, ce qu'on vous fait subir c'est normal. À ce moment-là, quand elles pètent un câble, je leur dis mais on se fout de votre gueule en fait. Je fais clairement, là, ils vous prennent pour des cons, ils nous prennent pour des cons. C'est vrai que j'ai pas ce... parce que tu restes humaine en fait. C'est ça, et parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière et que je sais ce que c'est et que du coup j'arrive pas à leur mytho quoi et à leur dire non mais c'est normal qu'on vous fasse tourner en bourrique. Et c'est vrai que du coup je suis là et je leur dis non mais en fait vous avez bien fait, la façon dont vous avez procédé elle est normale parce qu'on ne peut pas enlever une opération commerciale, enlever 10 tonnes de vêtements et puis tout remettre bien pour le jour même, c'est pas possible. Donc je dis moi j'aurais fait comme vous et oui on se fout de votre gueule et oui on va passer une journée de merde et donc je me retrouve à faire de l'étiquetage, de la remise en rayon de promo, enfin voilà. Mais du coup je pense que j'ai pas assez de distance et je pense que je suis pas à l'aise dans ce rôle parce que j'arrive pas à... Je me dis mais putain j'ai trop d'empathie en fait pour mes équipes quoi. J'ai trop d'empathie et en fait tout simplement arrive un moment où j'ai un craquage, je me retrouve un jour à pleurer dans le TGV parce que trop de fatigue, parce que je passe des semaines entières où je vis à l'hôtel seule, mais voilà, grosse charge de travail, grosse pression de la France venant du siège en France, grosse pression venant du siège en Espagne et je me dis mais je peux plus et puis je peux pas cautionner ça quoi, ça me dégoûte quoi, je me dis mais je bosse pour une entreprise de merde quoi. Et en fait ce qui se passe un jour, donc je chiale dans le TGV machin truc, enfin vraiment je suis mal, gros coup de mou, je commence à me dire oh ça va pas je sens que je vais me barrer dans pas longtemps et en fait m'est arrivé une grosse couille, accident du travail.
un jour, je suis grosse prépa de promo machin. Je sors du taf, mal de dos mais vénère. Mais en même temps, comme tu sais, mal de dos pour une merche, c'est un peu la base. Ouais, c'est clair. Donc je me formalise pas, je me dis vas-y, pour une bonne nuit de sommeil, puis demain c'est bonne quoi. Donc le lendemain, je me lève super tôt pour aller à Lille. Et je me dis ça va mieux et tout, machin, nickel. Je lève les bras, truc tout con pour m'attacher les cheveux, et là je reste bloquée. Et puis je m'habille, mais tant bien que mal et tout, tu vois. Je sors de chez moi, pliée en deux comme une petite vieille. Et mon père qui m'emmenait à la gare pour aller à Lille, il me dit mais t'as encore grave mal au dos en fait. Je fais ouais et tout, c'est pas grave, il faut que j'y aille et tout, ils ont besoin de moi à Lille. Et mon père il me fait non mais vas-y, il commence à rouler et tout, puis après il me fait non mais fais demi-tour, je t'emmène pas. Il me fait si tu restes bloqué à Lille on fait comment? Et en fait, donc le verdict, c'est que je me suis déplacé un disque au niveau lombaire. Ok. Donc voilà pourquoi j'ai douillé comme une malade. Donc je suis en arrêt maladie, accident du travail et compagnie, et je me retrouve et le seul traitement qui me soulage en fait, je me retrouve sous morphine et Valium. Et donc du coup, je retourne bosser. Et là, je me rends compte que c'est zéro empathie, mais rien, le néant, que dalle, quoi. Tout le monde s'en fout. Bah, c'est-à-dire que je reviens de 2 semaines et demie d'arrêt maladie parce que je suis bloquée du dos. Et la collaboratrice avec qui je suis en binôme me demande même pas si ça va mieux, ou quoi, ou qu'est-ce. Elle me dit, oui, alors, je te fais un point sur les magasins, nani, nanan, et tout. Ouais. Donc, voilà. Sachant qu'elle avait eu elle-même des problèmes de dos un peu de temps avant et que moi j'avais été très compatissante comme à mon habitude, que je l'avais aidée. En plus elle m'appelait, oui est-ce que tu peux faire ça sur l'ordi pour moi, enfin voilà, que je l'aidais et tout machin. Donc j'ai été un peu choquée, et donc moi j'ai un peu mis les pieds dans le plat parce que c'était clair et net pour moi que je voulais partir. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, chez moi je suis revenue, mais par contre je peux plus soulever comme avant, je peux plus faire ce que je faisais avant, quoi, parce que là clairement je suis sous morphine, Valium, j'ai le dos niqué, quoi. Et donc je voulais me barrer, mais je voulais que ce soit eux qui mettent fin à ma période d'essai. Ok. Je voulais que ce soit eux qui mettent fin à ma période d'essai pour pouvoir toucher mon chômage, le temps de trouver un autre poste de merche. Et donc j'avais beaucoup sympathisé avec une nana du syndicat et tout. Et bref, en fait, ça s'est fait assez rapidement, et elle m'a dit ils vont te laisser partir parce qu'en fait ils ont fait plusieurs erreurs. Enfin bref, j'ai jamais passé de visite médicale, plusieurs trucs comme ça. D'accord. Ce qui fait que voilà, je suis partie très rapidement de chez eux, ils m'ont laissé partir, et j'étais partie pour chercher un autre poste de merche. Et puis c'est mon amoureux qui me fait et il voyait souvent en fait à la télé, il y a eu pas mal d'émissions de reportages sur les blogueuses, sur les youtubeuses, et puis il me disait tout le temps mais pourquoi t'as jamais essayé et tout, c'est fait pour toi. Et puis là en fait au moment où j'ai voulu rechercher un poste de merche, il m'a dit mais en fait il me fait t'as fait des études dans la mode, t'as fait des études de comédienne. Fait moi, je suis monteur, graphiste vidéo. Et accessoirement caméraman. Y a pas un truc à faire là? C'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas tous les outils? Est-ce qu'on n'aurait pas tous les outils en main pour faire quelque chose? Et de là est née la poule parisienne, voilà, celle que je suis aujourd'hui. Donc dernier, je ne sais pas, rebondissement dans ma carrière. Ouais, avec moi tout est possible, j'ai envie de dire. Mais voilà, pourquoi après je crache pas sur le merch. Je trouve que c'est un beau métier qui est trop sous-estimé, malheureusement. Après, moi, les postes qui m'intéressaient réellement, parce qu'honnêtement, le poste sur lequel je suis arrivée chez Stradivarius, c'était pas ma passion. Moi, ma passion, ça aurait été de faire, à la limite, du book de préco. Ça m'aurait plu. Comme tu sais, j'adorais ça. Quand on était ensemble en licence, le must pour moi, ça aurait carrément d'être une petite main, tu vois, de faire partie des gens qui fabriquent les décors, même pas forcément d'être en amont, mais d'être dans la fabrication des décors. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu aussi. Mais on se rend très vite compte que ces postes sont quand même difficilement accessibles. Et surtout qu'on trouve très peu d'informations en fait sur ces postes-là. Voilà.
Il y a très peu d'informations sur ces postes-là. Il y a peu de postes. Ouais. Faut le savoir. Il y en a de moins en moins, comme on le disait. Il y en a de moins en moins. Les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir encore des vrais décors, des choses comme ça, sont les entreprises du luxe, qui sont très très difficiles d'accès. Je pense qu'en réalité, la meilleure chance de pouvoir accéder à ces postes intéressants, c'est déjà de pas avoir mon âge quand on commence ses études. Ouais. D'être plus jeune pour pouvoir bien choisir son entreprise. Je pense que l'alternance, en fait, le bon plan, c'est dès le départ d'avoir une très bonne entreprise alternance parce que c'est une bonne carte de visite et pourquoi pas après pouvoir évoluer au sein de l'entreprise où on est en alternance. Ouais. Mais malgré tout, moi je me suis rendu compte, c'est triste, mais on est encore vachement sur l'image et j'ai l'impression que la halle, dans mon CV, même si j'avais fait des choses très intéressantes, ça t'a bloqué. Ça renvoyait une image entre guillemets un peu cheap. Ouais. Alors t'as beau avoir fait plein de trucs intéressants, avoir du coup une expérience extrêmement enrichissante, ouais, mais tu viens là, quoi. Ouais, donc qu'est-ce que tu nous as apporté de plus, quoi. C'est ça. Donc si tu veux, quand tu fais bien de l'AL et que tu postules chez Merci, c'est limite si on te regarde pas avec des dents, quoi. C'est un peu dégueulasse, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Ça, c'est pareil, si j'ai un conseil à donner, si vous avez l'opportunité de vraiment bien choisir votre entreprise d'alternance, ça peut beaucoup aider par la suite parce que c'est un métier où l'endroit où tu as fait ton alternance, l'image qu'elle renvoie a de l'importance. C'est un métier d'image. C'est un peu frivole, c'est un peu superficiel, mais c'est la réalité. Okay. Et c'est pour ça que j'ai quitté le Merch. Après, je regrette rien. Ça a été une belle histoire pour toi et une belle expérience. Déjà, je pars du principe que dans la vie, il faut jamais rien regretter. C'est sûr. Je suis quelqu'un qui pense que on a tous un chemin et que le Merch, c'était mon chemin pour arriver à la pôle parisienne. C'était peut-être aussi mon chemin pour te rencontrer. Enfin, tu vois. Oui, tout chemin a son importance et elle n'est pas là pour rien. Je pense toujours que les choses ont une raison d'être. Donc, je ne regrette absolument rien. Et moi, je suis tellement avide d'apprendre plein de choses et d'expériences dans la vie et d'expériences multiples et tout, que voilà, j'ai rien à regretter. Ça a été extrêmement enrichissant. Ça reste un très beau métier. Après, il faut savoir que c'est un métier qui est, il y a 1 million de types de merch. Enfin, pas 1 million de types de merch. Il y a plein de profils auxquels on n'est pas au courant dans le merchandising. Souvent, on nous donne cette image de vous faites des vitrines. Non. Ça, t'as des merch vitrines, t'as des merch qui passent des journées à plier des pulls, c'est pas cool. T'as des merch qui font que du chiffre. Ouais, exactement. Qui sont que dans le chiffre, dans l'analyse. Mais qui touchent jamais un produit. Qui sont que dans l'analyse, dans les chiffres et tout, à savoir où est-ce qu'on met les trucs et tout. T'as ceux qui ont de la chance et qui font du book de créa, qui conçoivent des décors de vitrine. Ouais. T'as les petites mains qui réalisent les décors de vitrine. Exactement. Tu as les gens comme moi j'ai été qui supervisent, ou en tout cas en théorie, qui font de la supervision sur plusieurs magasins. Donc il y a tellement de profils de merch différents. Voilà, c'est un métier très très riche. Et j'espère que ça va revenir, que les gens dans le commerce vont prendre conscience que ce poste-là, ce pôle-là dans le commerce, il est essentiel. Il est essentiel à leur survie, en fait. C'est exactement ça que j'ai envie de dire. Pour moi, l'avenir du commerce réel, hors ligne, c'est le merch. Ouais. Après, voilà, mais on est en retard en France là-dessus. Enfin, alors qu'on était de base précurseurs dans le merchandising. Ouais. Quand les grands magasins se sont vus naître dans Paris, dont le Bon Marché. Oui. On a été les précurseurs par Boussico qui a fait des vitrines pour attirer des clientes, etc. Et je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Retour en arrière. Ouais. Je pense que c'est un peu, c'est genre, c'est toujours l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les gens ils voient que, en fait, le problème, je pense, du français entre guillemets moyen, c'est qu'ils ne voient que le profit, il ne voit que le profit financier, mais immédiat. Ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'immédiat, oui, vous économisez des salaires de merch, mais si tu vois à plus grande échelle, tu te rends compte qu'en fait, si tu gardes ta merch, même si tu mets une merch là,
tu récupères plus. Ils sont trop dans l'immédiat et ils sont pas assez dans l'après, quoi. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Ils sont passés dans le calcul du coup d'après et de voilà. C'est genre là, on garde nos sous tout de suite, on économise un salaire, mais ouais, mais putain, mais ton commerce il coule parce que ton magasin il est dégueulasse et puis personne vient. Bien sûr. Alors que oui, bah investis sur un poste de merch, ton magasin il est beau, les gens reviennent en magasin. Exactement. Et c'est pas faute de la société, c'est pas faute parce que les gens consomment moins, c'est pas faute. Il y aura toujours des gens pour consommer dans le retail. C'est ça, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est forcément, enfin, je veux dire, la vie elle est comme ça, la société, les gens évoluent, et là on évolue dans un sens où, en effet, on a accès à tout sur Internet, donc les gens, si tu leur proposes pas plus, ils vont pas. Pourquoi ils sortiraient de chez eux? Pourquoi ils iraient sortir leur miche pour aller les ramener dans ton magasin si toi t'as rien d'autre à leur offrir que 3 piles de pulls? Exactement. Oui, aujourd'hui les gens veulent rêver. Les gens veulent rêver, veulent arriver dans un endroit où il y a une expérience de dingue. C'est ça. Enfin voilà, il y a une déco, il y a une identité visuelle. Ou limite c'est interactif. Interactif, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est ce que par exemple chez Monkey, tu peux créer ton gif avec une machine. Il y a des balançoires sur lesquelles tu peux poser. Enfin voilà, ça devient ludique. Et je pense que ça c'est important. Ouais. Et les gens ont besoin de ça aujourd'hui pour venir dans les magasins. Ou alors, faut être une grosse boîte comme Zara. Où tout est normé, où tout est... Voilà, mais où eux, leur force, elle est différente. Leur force, elle est sur le produit. Leur force de frappe, c'est vraiment ça. C'est leur produit, parce que Zara a des beaux produits qui se renouvellent énormément. Et ça, c'est vraiment leur, j'ai envie de dire, le coup de génie. C'est-à-dire que... le turnover des produits ils sont en flux tendu c'est constant. Ça. Et donc du coup voilà, c'est ce qui fait leur succès. Mais quand tu n'as pas, si tu veux, cette force là en termes de produits, que t'as pas ce turnover là, bah les gens, faut les amener par autre chose. Et tu les amènes par quoi? Tu les amènes par l'expérience. Tu les amènes par l'expérience client, l'expérience magasin. Tu les amènes par le merch. Exactement. Donc après, je sais pas. Je sais pas ce qu'il adviendra du merch dans les prochaines années. Je pense qu'il sera toujours là. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, enfin du moins je l'espère, et c'est à travers nous, je pense, notre parole, et par rapport aux futurs merch qui arrivent, qui vont vraiment un peu porter le flambeau et qui vont montrer et démontrer que le merch il est indispensable. Mais je pense que pour moi il y a quand même un futur dans le merchandising, et c'est à nous en fait de le montrer, et d'où le podcast. C'est pour vraiment montrer en fait que oui, c'est nécessaire, à travers plein d'expériences différentes dont la tienne, et que les gens comprennent en fait. Les gens comprennent que non, on n'est pas juste là pour faire joujou, donc non, on plie pas juste des vêtements, on fait pas juste des vitrines. En fait, il y a toute une réflexion, il y a tout un travail, et qui est indispensable. C'est clair. Je pense que là, on est encore très très loin du compte. Je pense que beaucoup croient encore qu'on est juste là pour faire du beau et se rendent pas compte de tout le travail, de toute l'analyse commerciale qu'il y a derrière. Ouais, exactement. Que quand tu mets une paire de chaussures à un endroit, tu la mets pas juste parce que ça fait joli, que tu la mets parce que t'as regardé tes chiffres, parce que tu sais que peut-être elle marche pas trop, mais que si tu la changes de place, elle va marcher. Parce qu'ici c'est une zone chaude et qu'il y a beaucoup de clients, de passages. Tu sais que t'as plus de passages clients là, donc voilà, tu la places là. Et voilà, mais c'est très très peu de gens ont conscience de tout ça en fait, et de tout ce travail là qu'on a quoi. Que c'est pas juste hop, c'est joli, je le pose là. Non, mais après tant mieux, ça fera aussi un filtre naturel. Toi, j'ai envie de te dire, ça fera un filtre naturel, et que les gens qui n'auront pas compris cette problématique-là et cette importance, et ils existeront plus sur le marché, et que sur le marché, il y aura que des magasins qui ont vraiment une vraie identité visuelle avec une vraie expérience client, ou qui vivront longtemps parce qu'ils auront compris en fait. C'est ça. Et donc du coup j'ai une dernière question, Océane, pour toi. Vas-y. Pour conclure ce beau podcast. Si tu avais carte blanche, là aujourd'hui je te donne carte blanche et tu peux réaliser le magasin de tes rêves, qu'est-ce que tu ferais en termes tout ce qui te passe par la tête, genre de merch, d'expérience client, truc même what the fuck, qu'est-ce que tu aimerais voir dans ce mag?
Ah mais alors là, j'ai même pas besoin de réfléchir parce que étant une créative dans l'âme, et ce serait un peu mon rêve. J'ai beaucoup pensé. C'est un truc auquel genre je sais exactement à quoi ça ressemblerait, ce qui irait dedans. En fait, moi, mon rêve, ce serait d'avoir un concept store à moi. Donc avec une partie salon de thé où les gens, où ça pourrait être simplement, alors moi idéalement ce serait dans un petit quartier de Paris type Étienne Marcel, voilà, ou le Marais, avec vraiment un coin salon de thé où les gens, ça peut être un lieu de rencontre. Les gens sont pas obligés de venir pour acheter, mais viennent pour boire un thé, lire leur magazine, taper la discute avec moi, avec qui ils veulent, voilà, manger un petit gâteau, enfin voilà. Donc voilà, il y aurait un coin salon de thé avec des gâteaux maison et tout, avec un côté très chaleureux, des meubles vintage un peu dépareillés et tout. Il y aurait et après donc il y aurait un coin avec mes créations, parce que j'ai toujours rêvé de créer des fringues, toujours plus. Il y aurait un petit coin avec ma petite collection, et il y aurait un coin concept store donc avec plusieurs créateurs, et il y aurait un coin fripe. Donc ce serait vraiment un mélange de plein de choses, mais... du créateur, de la fripe, le coin salon de thé, voilà. Il y aurait un endroit pour se prendre en photo, avec un petit décor sympa, merché par Chloé. Merci Chloé. C'est ça. Et surtout, il y aurait un sous-sol dans lequel je pourrais organiser des ressoirs. Tu m'as fait peur. Alors, des soirées échangistes, ok. Non, pas du tout. En fait, l'idée, ce serait d'avoir un sous-sol dans lequel je puisse organiser des vernissages, exposer des jeunes artistes, des photographes, des sculpteurs, des peintres, où je puisse aussi faire des petites scènes ouvertes. Donc ce serait vraiment un lieu... d'échange, de partage, d'amour, de convivialité, genre multiculturel. Tu vois, je me dis, tu vois, dans mon lieu en bas, j'aimerais qu'il y ait un mur et que tous les mois il y ait un artiste différent qui vienne faire du street art sur le mur, que ça change et tout, tu vois. Enfin voilà, je rêve d'un lieu comme ça de vie et de rencontre qui soit entre l'art, la mode, l'humain, la rencontre humaine, et toujours avec beaucoup de partage, de bienveillance. Bienveillance, c'est important. Ouais, carrément. Et ce serait vraiment mon rêve absolu. Mais à quand? On a envie de voir ce magasin là. Mais moi aussi, donnez-moi 2 millions d'euros qu'on réalise ça, qu'on ouvre le lieu. C'est clair. Bah écoute, je pense que tu as bien conclu ce podcast. Ouais, j'espère que j'ai pas trop parlé, parce que je suis tellement pipelette. Je pense que je vais un peu couper certaines parties. Je pense que tu as du boulot. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir entamé ce premier podcast. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Merci. Et si jamais les gens ont envie d'en savoir plus sur toi et donc sur ton blog, où ils peuvent te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, donc sous le nom de La Poule Parisienne. J'adore ce que tu as pris une voix très charmeuse. Ah non, mais en fait, c'est juste que c'est la fin de journée, qu'on a beaucoup parlé, et que quand je commence à fatiguer, j'ai les cordes vocales qui fatiguent, et du coup, je me retrouve avec une voix très sexy. Téléphone rose. À la Liane Folie, tu sais, genre, au fur et à mesure. Non mais j'ai la voix qui devient grave, c'est étrange. Donc voilà, si vous voulez me retrouver, donc c'est sur Instagram sur La Poule Parisienne, sur le nom de La Poule Parisienne. Si vous voulez voir mon blog, vous tapez La Poule Parisienne sur Google et c'est le premier lien que vous trouvez. Wouhou. Et sur YouTube, c'est toujours La Poule Parisienne. C'est ça quoi. Donc c'est pas trop compliqué normalement. Si t'es pas trop blonde, tu peux y arriver. De toute façon, je mettrai aussi tous les liens pour qu'on te retrouve plus facilement. Ok. Bon, Océane, je te dis à très bientôt et encore merci beaucoup pour ce parcours super intéressant. À bientôt. Salut. Merche-moi.